Oui, je vais simplement parler de 3 ou 4 minutes, pas plus, pour essayer de parler un peu de rappeler le parcours mathématique de Jacques Rueillet. Alors, effectivement, c'était un de mes grands amis, et tous les gens qui l'ont connu savent un peu sa manière assez particulière de travailler. C'était quelqu'un de très ouvert et très instruit, qui échangeait, tout ce qui échangeait entre les gens, qui faisait passer les choses d'une personne à l'autre, qui mettait les gens en contact. Il avait une bibliothèque aussi assez impressionnante et dans laquelle il savait où était tout. Une journée typique de travail avec lui, c'était d'arriver, on commençait à causer, et le soir, un article était fini, mais suivant un procédé très particulier qui consistait à ce qu'à toutes les 5 minutes, moi ça m'est arrivé une fois avec lui de manière un peu extraordinaire, j'évoque un truc, il me dit ah mais oui, hop, il part dans la bibliothèque, il sort le tiré à part, jauni, complètement improbable, qui traite exactement de cette question-là. On regarde, là-dedans il y a une autre question, alors on discute, une nouvelle question, et il va chercher le deuxième document qui... Donc on passe une journée à faire complètement un parcours extravagant dans sa bibliothèque. Évidemment, il y a une seule personne qui peut être l'acteur du parcours, c'est lui. Et donc, ça, c'était typique. C'est-à-dire qu'il s'est arrivé une fois dans un article qu'on a fait ensemble, mais c'est arrivé 100 fois dans des discussions qui n'ont pas été concrétisées. Et je pense qu'il fonctionnait comme ça avec tout le monde. Il avait aussi la particularité, qu'il allait avec ça, donc de faire un système de tirés à part, donc très originaux, où il classait par auteur, enfin c'était un maniaque de l'archive, en quelque sorte, c'était un archiviste en quelque sorte, et il mettait ça à disposition de tout le monde aussi, pas seulement dans des discussions, mais quand on voulait. Il travaillait comme ça depuis toujours, je crois, et on peut dire que c'est quelqu'un qui aimait les mathématiques et qui vivait dans les mathématiques de manière amicale avec tout le monde. Le dernier trait comme ça de sa personnalité qu'on peut signaler, c'est le fait que chaque fois qu'il allait dans un colloque, s'il y avait à dire à un moment donné que telle chose avait été faite par telle personne et pas par telle autre, il prenait la parole, il le disait. Je l'ai vu des fois contredire des sommités sur les paternités ou propriétés des idées. Et il faisait ça, je dirais en toute innocence, de manière directe, comme ça, parce que les choses étaient... Alors, ces travaux ont été développés à partir de 1948, et il a fait les mathématiques jusqu'à sa mort, avec moins de publications dans les 10 dernières années, mais 2 ou 3. En 1948, donc, à cette époque-là, il travaillait sur les treillis. Il a été élève de Albert Châtelet. Albert Châtelet, qui est une personnalité originale, qui était le doyen de la faculté des sciences à cette époque-là, au moment où Jacques a soutenu sa thèse avec lui en 1951. Thèse qui est un objet historique important, c'est une thèse sur les fondements de la théorie des relations. C'est avec Châtelet et c'est avec comme autre membre du jury, donc Paul Dubreuil. Donc vous voyez, c'était des mathématiques du genre Dubreuil-Châtelet. Châtelet est moins connu pour ses mathématiques, mais c'est un peu le même genre que Dubreuil. Théorie des relations à la Tarski, mais qui remontait, lui, il faisait remonter vraiment, il travaillait beaucoup sur les sources historiques, donc à Schröder. Il avait chez lui les 3 gros ouvrages de théorie des relations et de logique, d'algèbre de la logique, algébratie logique de Schröder, qu'un jour il a fini par me donner. Ce qui est difficile pour moi parce que tout ça c'est en allemand, mais heureusement c'est que des formules, c'est que des formules comme ça, un peu comme les Principia Mathematica, vous voyez, comme genre. Et c'est d'ailleurs le genre d'écriture de Jacques, il écrivait toujours dans des petits carnets plein de formules. Et donc il a commencé par des travaux sur les relations et les treillis. Ensuite, dans les années 50-60, il a eu un rôle important avec la théorie des naissantes, si vous voulez, la théorie formelle de l'informatique. Notamment, il était très ami et très en relation avec Ashby, qui était déjà une sorte de théorie du cerveau, théorie des machines et du cerveau. Et lui, Jacques, il a fait des travaux à ce moment-là sur les machines. Alors, par exemple, il avait introduit un truc qui après a été introduit en même temps que lui par Milly, les machines de Milly. En fait, il les avait également introduites dans des discussions avec Ashby. Ensuite, dès le début des années 60, en 61, il fait une conférence intéressante sur le fait que
il y a un rapport à établir et à développer entre théorie des catégories et, et théorie des ordinateurs ou algorithmes, mélanger un peu tout d'ailleurs à juste titre, et théorie de l'informatique, on dirait aujourd'hui. Donc le lien entre informatique théorique et catégorie, il en parle explicitement à ce moment-là, en 60. Bon, et il y a pas mal de choses à regarder. Alors, vous avez ici la liste, ça c'est la liste de ses publications, c'est ça? Donc il y a une cinquantaine de publications, en gros. Donc soit sur les sujets que j'ai déjà évoqués, soit sur des probabilités. Il travaillait beaucoup aussi sur les probabilités et processus stochastiques. Donc machine et théorie des jeux, catégorie. Alors tout ça, toutes ces informations vont être sur le site que Stéphane est en train de magnifiquement organiser. Et puis une bonne partie de une dizaine de ces articles, vous pouvez les télécharger sur Numdam. Si vous faites, vous allez sur Numdam et vous faites Riley, vous avez une dizaine d'articles à lui qui sont téléchargeables, qui donnent déjà une bonne idée de certains travaux. Alors il y a tout un pan de ces travaux qui est aussi assez original, c'est ses relations avec la psychanalyse, parce qu'il a été un grand ami de Jacques Lacan, et avec Jacques Lacan, ils ont beaucoup travaillé ensemble. C'est Jacques Riley qui a appris la théorie des graphes, l'existence de la théorie des graphes à Lacan, donc dans les années 53-54, et c'était assez curieux parce qu'il m'a expliqué un jour que la question était est-ce qu'il allait travailler avec Lévi-Strauss ou avec Lacan. Il avait, entre guillemets, une proposition de travail des deux. Et finalement, il s'est tourné vers le travail avec Lacan. Donc pour ce qui était d'une sorte d'apport de la mathématique à la psychanalyse. Et puis, à partir des années 60, donc, il est plus tourné vers la théorie comment on appelle ça, des bases de données relationnelles. Voilà. Donc il y a tout un pan de ces travaux l'invention des gracts aussi. Alors les gracts, c'est une petite notion de bébête. Il appelle ça gract parce que c'est des graphes actions, c'est-à-dire représentation d'actions par des graphes. Donc c'est des graphes. Simplement, le petit détail, c'est que les flèches, deux flèches différentes peuvent avoir le même nom. Bon, voilà, techniquement, voilà, la lettre petit a peut être sur une flèche puis sur une autre flèche, parce que c'est une action qui transforme ceci en cela, mais aussi ceci en cela. Et c'est, mine de rien, c'est très commode. C'est juste une notion commode, c'est juste notationnel comme truc, mais c'est très intéressant. Avec ça, il représente beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est autre chose. Là, maintenant, j'ai un document qui sera sur le site aussi, n'est-ce pas, que m'avait donné Jacques il n'y a pas très longtemps, en 2012. C'est une liste qu'il intitule « Travaux faisant référence aux publications de Jacques Riley ». C'est lui-même qui l'avait établi. Donc, voilà. Alors, rien qu'en parcourant cette liste, vous pourrez le faire sur le site, vous verrez l'influence et la relation de ces travaux, donc sur les treillis, sur les relations que j'ai évoquées, sur les machines, sur donc catégorie et informatique, base de données relationnelles. Voilà, vous verrez les liens de tout ça dans les documents qui sont là. Je vais pas. Et je vois si je n'oublie pas d'une chose essentielle que j'aurais voulu vous évoquer très très vite là, avant de m'arrêter. Voilà, il était peut-être une dernière chose qu'on peut dire, on ne se rend pas compte de la durée. C'est quelqu'un qui faisait des mathématiques depuis, sa première publication est en 48, vous voyez, c'est très loin en fait. Hein. Et il y avait un monde différent à ce moment-là. Notamment 65 ans en fait. Oui, mais c'est énorme, 65 ans, pour le style des mathématiques, pour la manière de faire. Donc il y a quelque chose qui a traversé les 50 ans, 60 ans, qui est ce genre de mathématiques qu'on ne fait peut-être plus. Des trucs à la Dubreuil, des trucs d'algèbre relationnelle, qu'on ne fait plus de la même façon en tout cas, et qui est transmis par ses écrits. Et à l'époque, il était dans un groupe de gens avec Schustenberger, avec Boris Vian, c'était un groupe de gens qui faisaient à la fois de la littérature et des maths aussi, c'était très, très proche. Il y a quelqu'un il y a pas mal de gens qui étaient invoqués là-dedans. Il y avait Queneau, bien sûr. Donc, littérature et mathématiques, chez lui, étaient assez très, très liés. Alors, curieusement, il ne s'intéressait pas, à ma connaissance, à la philosophie. Hein. Donc, c'était vraiment littérature et psychanalyse, mais pas tellement à la philosophie.
à l'exception de Nietzsche, mais qu'il lisait comme écrivain et pas comme philosophe. Bon, ben voilà, donc je vous invite à regarder sur le site que met en place Stéphane tout le détail de ces petites choses, enfin des choses que j'ai très vite évoquées là. Et je pense que c'est intéressant qu'il y ait une archive des choses. Donc si des gens veulent contribuer au site, je laisse la place à Stéphane.